La Villa Giulia, donc, et le musée national étrusque sont les buts de notre promenade aujourd'hui. Et comme je disais, ce sont des noms que l'on connaît quand on a voyagé à Rome, mais qui ne correspondent pas forcément à des lieux précis que l'on aurait visités. Et donc, je vous propose un cheminement très simple qui consistera à parler tout d'abord de la Villa Giulia, la villa du pape Jules III, et puis ensuite, il s'agira de parler du musée national étrusque qui est abrité dans la Villa Giulia, et je terminerai en vous présentant quelques œuvres célèbres qui sont montrées dans la Villa Giulia, dans le musée de la Villa Giulia. Alors, la Villa Giulia, c'est donc un lieu qui se situe dans la partie nord de la ville de Rome. Pour y aller, c'est pas très difficile, hein, si on va prendre un point de repère qui est bien connu. Par exemple, ici, on est, voilà, là, c'est la place de Venise sous mon pointeur rouge. Donc, il suffit, si je puis dire, de remonter le Corso jusqu'à la Piazza del Popolo et de continuer la Via Flaminia. La Via Flaminia qui, si vous la continuez, amène au pont Milvius, hein, sur le Tibre, mais à peu près à mi-chemin, vous avez ici donc un lieu qui est le siège du Musée national étrusque, la Villa Giulia, par conséquent. Donc c'est assez loin du centre historique de la ville de Rome, ce qui veut dire que lorsque le bâtiment a été construit, on était en fait tout à fait à l'extérieur de la ville. Et pratiquement, vous avez des stations de tramway qui vous permettent de rallier facilement cet endroit. Alors, c'est donc un premier thème à développer que de considérer la Villa Giulia comme la villa du pape Jules III. La villa du pape Jules III, donc, qui était pape au milieu du XVIe siècle, voilà le bâtiment, tel qu'il est aujourd'hui, hein, tel qu'on le voit aujourd'hui. Et le pape Jules III, évidemment, n'est pas le plus connu des papes du XVIe siècle. On a un petit tableau qui vous donne une idée de la succession des papes dans la première moitié du XVIe siècle. Il y a des noms célèbres, comme par exemple Jules II, comme Léon X, comme Clément VII. Jules III, donc, règne entre 1550 et 1555, après ces pontifes fameux dont je viens de mentionner le nom. Il est élu pape en 1550, son règne est bref, hein, quelques années seulement, et la réputation qu'il a durant son pontificat et après, c'est une réputation qui n'est pas très bonne. Sa réputation n'est pas très bonne parce qu'on lui reproche au fond son goût du faste, qui le dessert évidemment durant son règne, mais qui nous vaut justement la réalisation de la villa qui nous intéresse. Alors, la construction de la Villa Giulia ne se comprend que par référence à la notion de famille. Le pape Jules III a été le cardinal Giovanni Maria Ciocchi del Monte, et cette famille Ciocchi del Monte, c'est une famille de juristes bon, honorablement connus, réputés à Rome, dans l'entourage des papes. Il y a dans la famille un oncle qui est le frère du pape Jules III. Donc là, nous avons le portrait de Jules III, et donc le frère du pape Jules III, qui est le cardinal donc Antonio Maria Ciocchi del Monte. Et donc c'est une famille honorable, mais pas une famille princière, ce n'est pas une famille aristocratique. Même si le pape arbore des armes, les armes sont attribuées au pape au moment de son élection, au moment de son règne, la famille Ciocchi del Monte est une famille qui n'appartient pas à l'aristocratie romaine. Et c'est important d'insister là-dessus parce que pour le pape, au fond, la situation est la suivante. Il y a à Rome de grandes familles princières, de grandes familles de l'aristocratie. J'ai cité le nom des Farnèse, des Della Rovere, des Médicis, qui ne sont pas que romains, évidemment, ils sont florentins au départ. Et ces familles princières sont potentiellement des familles pontificales. Il y a eu un membre de la famille qui a été pape, ou bien il y a un membre de la famille qui est pape, ou alors il y aura un membre de la famille qui sera pape. Ce qui est vrai des Médicis n'est pas vrai des Ciocchi del Monte. Donc, problème, si j'ose dire, pour le pape, il s'agit bien sûr d'établir les fondements de son règne, mais il s'agit aussi d'établir la place de sa famille pendant le règne de Jules III et après le règne de Jules III. Les familles pontificales sont des familles royales du vivant du pape,
Mais si elles ont compté un pape autrefois, ou si elles espèrent compter un pape dans l'avenir, alors il faut qu'elles vivent en quelque sorte sur le pied d'une famille royale potentiellement. Royale qu'elles peuvent devenir à tout instant du fait du mode d'élection des papes. Donc, la stratégie de Jules III pendant son bref règne a été celle-là, établir la famille. On lui a reproché, l'accusation principale qui lui a été faite, outre son goût du faste, c'est le népotisme. Eh bien oui, le népotisme, c'est-à-dire privilégier outrageusement les membres de sa famille. C'est en effet ce qu'il a fait, c'était tout à fait l'objectif qu'il poursuivait. Et donc, la construction de la villa s'inscrit tout à fait dans ce programme. Les Chocchi del Monte, ce sont les 2 cardinaux dont on parle, le pape et son oncle, donc la génération précédente bien sûr, et cette famille doit, voilà, trouver une implantation, et se constituer un domaine. Le lieu choisi, ce sera au nord de la ville, le long de l'antique Via Flaminia, et donc tout un vaste espace qui, au milieu du XVIe siècle, est parfaitement campagnard. D'ailleurs, on va appeler la Villa Giulia, on va l'appeler tout d'abord la Vigne Giulia, hein, le domaine de la famille. Et ce lieu campagnard est conçu, là je vais incliner la carte et mettre le nord à gauche pour mieux comprendre la disposition de la région. Le lieu est conçu pour abriter une résidence que nous appelons aujourd'hui la Villa Giulia, mais abriter aussi tout un domaine, tout un jardin, tout un parc, arboré certes, mais aussi bâti. Il y a des plans qui sont demandés aux grands architectes de l'époque, même Michel-Ange est contacté pour conseiller le pape Jules III, et Jules III donc entend faire de ce domaine quelque chose de tout à fait précis. Il s'agit On est au milieu du XVIe siècle, donc bien sûr, il y a toutes les réminiscences de l'Antiquité. Il s'agit de créer un vaste espace, un vaste jardin qui permette d'établir une connexion entre le lieu, la topographie, on pourrait dire, d'un côté, le souvenir de l'Antiquité de l'autre, et le nom du pape, Del Monte. Alors bien sûr, Del Monte, c'est du mont, si on veut, mais c'est surtout, il y a le mot Monte, la colline, les collines de Rome. Il y aura donc ce lien à établir avec la topographie et le nom du pape, qui est tout à fait essentiel. Le tout dans le souvenir de l'Antiquité. Et donc, le domaine est organisé comme l'avait été le Champ de Mars, la partie nord du Champ de Mars, à l'époque d'Auguste. À l'époque d'Auguste, la partie nord du Champ de Mars avait été choisie pour y développer ce qu'on pourrait appeler un programme architectural. Il y a une horloge avec un obélisque égyptien qui a été utilisé. Il y a l'Arapakis qui sera construit aussi. Il y aura par la suite le mausolée d'Auguste, mais tout un jardin arboré avait été établi dans cette zone du Champ de Mars. La Villa Giulia, ce sera cela aussi. C'est-à-dire montrer, illustrer, témoigner de la notoriété en cours de réalisation de la famille Del Monte, et témoigner également de la puissance de cette famille, famille en devenir, hein, mais la puissance de cette famille à l'époque du pape et, espère-t-il, après lui. Donc un vaste domaine qui aujourd'hui, évidemment, n'est plus tellement repérable. Ce qui reste, c'est bien sûr le bâtiment de la Villa Giulia que nous avons visité, mais tout le reste a complètement disparu avec l'étalement urbain. Tout le reste a complètement disparu et ne se voit plus du tout dans le paysage de la zone. Ce qui reste, c'est donc la villa elle-même, qui est un bâtiment construit rapidement donc dans la première moitié des années 1550, et qui montre évidemment toute une conception tout à fait dans l'esprit du milieu du XVIe siècle, avec un nymphée, hein, qui est le point d'orgue, on pourrait dire, de cette construction, un nymphée et donc une résidence pour le pape. Le pape Jules III, qui aurait pu résider dans les différents palais qui existent à Rome au milieu du XVIe siècle, même le palais apostolique, pourquoi pas, il a été reconstruit et décoré à l'époque de ses prédécesseurs depuis une cinquantaine d'années. Eh bien, le pape Jules III préfère résider dans sa villa du nord de Rome.
Donc, un bâtiment qui n'est pas gigantesque, mais qui est particulièrement soigné, avec un plan tout à fait réfléchi, et donc une construction élégante qui sert de résidence au pape et qui sert d'illustration également pour la famille Del Monte. Et le tout est mis en scène dans le parc de la villa, dans le jardin de la villa, et mis en scène à l'intérieur de la villa par tout un programme iconographique sur les plafonds qui ont été réalisés essentiellement par des peintres comme Taddeo Zuccaro et Prospero Fontana, donc entre 1550 et 1555, et un programme iconographique qui associe un certain nombre de thèmes. Les thèmes, ce sera la paix, l'abondance, le printemps et les collines de Rome, évidemment, qui vont être donc mises en scène sur ces fresques. Alors, regardons quelques-unes de ces fresques. Vous voyez ici la danse de Diane et des nymphes, ça c'est la mythologie. Vous avez l'allégorie de la paix, retour de la paix, le sac de Rome, c'est 1527, donc on est une vingtaine d'années, une trentaine d'années après, donc évidemment on se souvient de cela, le retour de la paix, l'allégorie de la paix. Il y a également une allégorie du printemps, et donc également des scènes qui rappellent la topographie de la Rome ancienne, avec par exemple ici la colline du Capitole. Alors c'est un Capitole un peu de fantaisie, mais quand même on voit bien les deux cimes du Capitole antique, avec le temple de Jupiter et la forteresse. Donc le Capitole, une autre colline, par exemple ici le Cælius, les ruines du temple de Claude et le Colisée au pied du Cælius, et une fresque qui met en scène le domaine de la Villa Giulia. Alors, particularité, cette fresque mettant en scène le domaine, elle ne se situe pas dans la Villa Giulia, mais dans l'appartement de Jules III, dans le palais apostolique du Vatican. Vous avez ici là, la photo est de moins bonne qualité, mais vous avez ici ce à quoi ressemblait la Villa Giulia, c'est-à-dire le bâtiment que nous appelons Villa Giulia, et puis le parc arboré, les temples, les obélisques qui avaient été installés au pied des collines. Et l'inscription que l'on ne lit pas bien sur ma photo, l'inscription nous dit Ottavo Monte, la huitième colline. La huitième colline, donc celle du pape Jules, dont les armoiries figurent ici sur la droite. Alors, il y a également un hémicycle dans cette ville-là qui est décoré de grotesques. Alors, les grotesques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des peintures qui rappellent les fresques de la Domus Aurea de Néron. Les fresques de la Domus Aurea ont été découvertes, un peu par hasard, dans la première moitié du XVIe siècle. On a donc eu un contact direct avec la peinture antique, et cela a beaucoup impressionné les artistes de l'époque qui ont cherché pas à les imiter, mais enfin qui s'en sont inspirés, et c'est cela qu'on appelle le grotesque au XVIe siècle. Alors, là, nous avons un exemple de ces peintures grotesques dans la villa du pape Jules. Donc, le domaine de la Villa Giulia n'est absolument pas un lieu vide de sens, c'est une illustration de la famille Del Monte qui est en train de devenir, pense-t-elle, une famille princière, et c'est également une illustration du nouvel âge d'or que le pape Jules entend bien faire régner durant son pontificat. Donc un lieu très intéressant à voir, à condition qu'on se souvienne du passé, évidemment, un lieu très intéressant à voir, dans lequel a été installé donc, le musée national étrusque, qui sera notre deuxième point. On va insister un petit peu plus évidemment sur le musée national étrusque, qui est donc installé à la fin du XIXe siècle. Entre 1555, la mort du pape Jules, et 1889, l'installation du musée national étrusque, l'histoire de la Villa Giulia a été celle d'un long déclin, en fait. Le domaine lui-même n'est plus que souvenir, tout a disparu. La villa elle-même a subsisté, et donc elle est, si on peut dire, disponible à la fin du XIXe siècle, à l'époque donc on va la choisir pour installer le musée étrusque, à l'époque de l'archéologue Felice Barnabei. Là, il faut se placer évidemment dans les années 1870-1880 et constater ce que l'on peut voir à Rome. Rome, à cette époque, est bien sûr l'héritière de la Rome des papes, Jules III et tous ses successeurs, mais Rome est devenue la capitale du royaume d'Italie.
l'Italie s'est constituée en 1861, la capitale a été installée d'abord à Florence, ensuite à Rome, et donc cela change tout, si l'on peut dire. Pour les fondateurs du régime, alors bien sûr, il y a eu Cavour, il y a Victor Emmanuel II, mais il y a tout le personnel politique de la Nouvelle-Italie, et Barnabé fait partie de ce personnel politique. Pour les fondateurs donc, du régime de l'Italie unifiée, il faut insister sur la justification. Il faut montrer, en quelque sorte, le bien fondé de cette Italie unifiée. Ce n'est pas simplement le sentiment national, hein, en genèse peut-être au XIXe siècle, c'est aussi l'héritage antique. Et donc l'archéologie est mobilisée pour constituer ce que Barnabé entend être un musée national. Un musée national dans sa dimension archéologique, un musée national romain, donc à Rome, dimension archéologique pour établir les fondements historiques de l'État italien nouvellement constitué. Et donc l'idée est d'établir un musée qui comporte une partie purement romaine de la ville de Rome, les antiquités urbaines en quelque sorte, et puis une partie extérieure à la ville de Rome, les antiquités extra-urbaines qui vont être collectées, c'est-à-dire les souvenirs des peuples du Latium, de l'Ombrie, de la Sabine, les Falisques, les Étrusques évidemment, qui vont être aussi associés au projet. Il y aura donc un musée national romain qui va se constituer avec deux pieds, si je puis dire, deux jambes, une jambe urbaine que l'on va installer dans les thermes de Dioclétien et une jambe extra-urbaine que l'on va installer dans la Villa Giulia. Bon, par la suite, les choses vont se compliquer un petit peu, mais fondamentalement, c'est cela l'idée. La Villa Giulia va abriter le musée national romain dans sa dimension extra-urbaine, et principalement étrusque, mais pas seulement étrusque. Et donc, le musée s'installe dans la Villa Giulia que l'on agrandit. Le bâtiment du XVIe siècle est représenté ici par les zones colorées en rouge, et puis on ajoute des ailes pour agrandir la surface d'exposition, évidemment. Et donc, c'est ainsi que se présente aujourd'hui le musée. D'autre part, il y aura aussi une sorte d'annexe qui va être établie dans la Villa Poniatowski, qui est à quelques mètres de la Villa Giulia. Alors, l'histoire de la Villa Poniatowski est tout à fait différente. C'est un bâtiment beaucoup plus récent qui est organisé au début du XIXe siècle par l'architecte Valadier pour Stanislas Poniatowski. Stanislas Poniatowski est un aristocrate polonais, c'est un neveu du dernier roi de Pologne. C'est un cousin du maréchal Poniatowski, qu'on connaît bien à Paris. Et donc, ce Stanislas Poniatowski est un collectionneur d'antiquités, un collectionneur de pierres gravées. Sa collection est réputée mondialement vers 1820-1830, et donc elle sera abritée dans cette villa construite donc, à proximité de la Villa Giulia. Et le musée national étrusque va, au fil du temps, intégrer, annexer, si je peux dire, cette villa Poniatowski. Ce qu'on sait peu, personnellement, je suis allé plusieurs fois au musée national étrusque, je n'ai jamais vu la villa Poniatowski, parce que quand vous êtes ici, à l'entrée du musée étrusque, on ne vous dit pas qu'il y a une annexe à quelques mètres, hein, ça n'est indiqué par personne, nulle part. Donc il faut savoir, pour aller visiter une section donc, du musée étrusque, c'est en fait le musée du Latium et de l'Ombrie essentiellement ici, et il faut y aller le jour où c'est ouvert, et ce n'est ouvert qu'une journée par semaine. Donc, c'est pour les happy few, hein, vraiment. Alors, comment se présente donc le bâtiment principal, la villa elle-même? Donc, l'on entre, on passe sous l'hémicycle, on achète son billet évidemment à l'entrée, et puis l'on entre ici, et on visite toutes les salles du rez-de-chaussée pour ensuite arriver à l'étage, pour rebrousser chemin à l'étage, passer dans l'hémicycle, visiter les salles de l'étage de l'aile sud, descendre au rez-de-chaussée et ressortir par ici. Il y a donc tout un parcours qui est établi à l'intérieur du musée, qui est assez simple à comprendre, évidemment. Tout un parcours qui permet aux visiteurs de visiter donc, les différentes collections, oui, la collection donc, du musée. Alors le problème, c'est que le parti qui a été choisi est le suivant. Chaque section du musée, chaque vitrine même, porte sur un lieu précis. Et donc, il y a une succession de lieux au fil du parcours que je viens de vous montrer. Le plan est extrêmement clair, puisqu'on est dans un lieu, puis ensuite dans un autre lieu, mais c'est extrêmement répétitif.
évidemment, on montre les vestiges archéologiques de telle époque pour tel lieu, puis ensuite il y aura les vestiges archéologiques de la même époque, mais pour un autre lieu, et ainsi de suite. Donc c'est très répétitif. Et cela désarçonne un petit peu, je pense, les visiteurs qui, parfois, ne font pas le parcours complet que j'ai retracé tout de suite là. Moi, je vais procéder autrement. Je vais d'abord expliquer comment la collection s'est constituée, et puis ensuite prendre 3 exemples, hein, 3 lieux seulement, dont un moins connu que les 2 autres, ce qui permettra d'avoir une idée générale du musée national étrusque de la Villa Giulia. Alors, commençons par l'idée suivante. La collection qui est présentée aujourd'hui résulte à la fois des fouilles archéologiques qui ont été entreprises depuis le XIXe siècle et qui continuent aujourd'hui, bien entendu. Donc, ces fouilles approvisionnent, si je puis dire, le musée de la Villa Giulia. Mais il y a eu aussi des collections déjà existantes à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle qui ont été intégrées dans la collection nationale. Et donc, quelques mots sur ces collections plus anciennes, que sont celles du musée Kircher et la collection Castellani. Alors, la collection Kircher, le musée Kircher, tire son nom d'un personnage qui vivait au XVIIe siècle, Athanasius Kircher, qui était un père jésuite. Ce père jésuite était professeur au Collège romain. Le Collège romain, c'est une institution typique du XVIe siècle, du début de la Réforme catholique. Il s'agit d'établir à Rome, on pourrait dire, un institut d'enseignement supérieur pour former dans l'esprit de la Réforme catholique, pour former, disons, les cadres de l'Église, pour former les principaux responsables de l'Église au XVIIe, XVIIIe siècle et par la suite. C'est une institution qui existe toujours. Donc, Kircher est professeur de mathématiques et d'hébreu aussi au Collège romain, mais c'est un esprit très fertile. Il s'intéresse un peu à tout et il s'intéresse en particulier à l'Antiquité et aux traces que l'Antiquité a pu laisser. Nous dirions, il s'intéresse à l'archéologie. Donc, il s'intéresse aux traces que l'Antiquité a pu laisser dans 2 domaines particulièrement. La musique. Il estime avoir réussi à reconstituer des musiques antiques, des musiques disparues. Il en est absolument convaincu. Bon, les spécialistes aujourd'hui ne sont pas aussi convaincus que lui. On pense qu'il y a beaucoup d'imagination dans le travail qu'il a réalisé. Donc, il s'intéresse à la musique et il s'intéresse à l'écriture. Et quand on étudie, par exemple, l'histoire du déchiffrement des hiéroglyphes qui aboutit à Champollion, il y a quand même des siècles de travail avant Champollion. Champollion est un esprit brillant, mais il n'a quand même pas tout inventé. Eh bien, dans l'histoire du déchiffrement des hiéroglyphes, Kircher occupe une place. Bon, pas la place centrale, mais une place réelle dans ce processus. Donc, vous voyez l'importance du personnage, qui est un des grands esprits du XVIIe siècle, en fait. Et donc, dans le Collège romain, eh bien, Kircher va organiser une collection d'antiques, une collection raisonnée d'antiques, pour montrer, en quelque sorte, les vestiges, on pourrait dire, de la vie quotidienne dans l'Antiquité. C'est cela, le musée Kircher, dans un premier temps. Ses successeurs au XVIIIe siècle et au XIXe siècle vont bien entendu continuer le travail entrepris par Kircher au XVIIe siècle. Et nous en arrivons dans les années 1860, exactement en 1871, au moment où Rome devient la capitale du Royaume d'Italie. Le Royaume d'Italie s'est constitué en 1861 sans Rome. Et Rome n'est intégrée qu'en septembre 1870, le 20 septembre 1870, et elle ne devient officiellement la capitale du Royaume d'Italie qu'en 1871. La question se pose donc de savoir ce que vont devenir dans la ville de Rome les institutions, si je puis dire, pontificales. Le pape se replie au Vatican, dont il ne sort plus avant l'époque de Paul VI, comme vous le savez, et que vont devenir les institutions pontificales? Alors, s'il s'agit d'institutions d'enseignement, comme le Collège romain, bien sûr, il va continuer à exister, il existe encore aujourd'hui. Mais le musée, la décision est prise par l'État italien, eh bien, d'annexer, on pourrait dire, le musée Kircher et de fondre les collections dans le musée national romain. C'est-à-dire tout ce qui est romain partira au terme de Dioclétien et tout ce qui est étrusque partira à la Villa Giulia. Donc le musée Kircher a été incorporé dans le musée national romain et s'est dissous, si l'on peut dire, dans le musée national romain. Alors qu'est-ce qu'il reste de ça? Eh bien, il y a quelques fleurons de la collection du musée Kircher, comme cette ciste Ficoroni. Ficoroni est le nom du collectionneur qui l'a acquise
au milieu du XVIIIe siècle. C'est une ciste en métal qui comporte une anse montrant Dionysos soutenu par des silènes, et il y a un décor gravé sur les flancs de la ciste qui nous raconte un épisode du mythe des Argonautes, de Jason et des Argonautes. À un moment donné, donc, les Argonautes, sur leur navire Argo, accostent pour se procurer de l'eau potable, et ils accostent donc au pays des Bébris, dirigé par Amycos. Et Amycos est tout sauf hospitalier, il défie en combat tous ceux qui accostent dans son royaume, même pour trouver de l'eau, et il les écrase si c'est possible. Mais voilà que Pollux, qui est donc l'un des compagnons de Jason, l'emporte sur Amycos, il le ligote à un laurier, c'est ce que l'on voit là, et le reste de la scène montre les Argonautes se procurant de l'eau dans les sources donc, du royaume d'Amycos. Voilà un thème du cycle des Argonautes qui est représenté sur la ciste Ficoronie, qui était l'un des emblèmes, l'un des fleurons de la collection Kircher, donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'objet est découvert en 1738. Alors, la collection Kircher, donc l'une des racines de la collection nationale étrusque italienne. Deuxième racine, la collection Castellani. Alors, la collection Castellani, c'est différent. Là, il faut se situer, disons, à la fin des années 1860. Il y a eu des découvertes, des fouilles dans le courant du XIXe siècle, la naissance de l'étruscologie. Des collections se sont constituées, en particulier la collection du marquis Campana. Et cette collection Campana est dispersée dans les années 1860. Le pape annexe la collection Campana et la vend à qui veut bien l'acheter. Donc, elle est dispersée dans différents musées européens et en particulier en France. L'essentiel de la collection Campana peut se voir au Louvre aujourd'hui. Et donc, certains à Rome, notamment la famille Castellani, estiment que c'est bien dommage pour l'Italie en cours de constitution. C'est bien dommage que cette collection ait été ainsi bradée, en quelque sorte, par le pape. Et donc, il faut reconstituer, non pas récupérer les biens vendus, bien sûr, mais reconstituer une collection antique importante. Et donc, cette famille Castellani va consacrer ses efforts sur plusieurs générations pour constituer une collection d'antiques, principalement étrusque, pas seulement, mais principalement étrusque, collection qui va être présentée dans un local, dans le lieu, le bâtiment de la famille, qui se trouve sur la place de la Fontaine de Trévis. Et donc la photographie que vous voyez là a été prise au début du XXe siècle, là précisément, là où la collection Castellani est présentée. Alors il faut préciser que les Castellani sont des orfèvres et des joailliers. Ils vendent des bijoux, mais ils fabriquent des bijoux aussi. Ils fabriquent des bijoux modernes, des bijoux que l'on apprécie à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, mais ils ont aussi une collection étrusque et une collection de bijoux étrusques. C'est ce que l'on voit présenté ici, hein, sur cette photographie, rappelant l'organisation de la collection autrefois. Donc, les Castellani présentent leur collection dans un lieu où ils exposent les bijoux étrusques de leur collection, mais dans un lieu où ils exposent aussi, en même temps, au même endroit, leur propre production, qui est à vendre donc, hein, leur propre production de bijoux modernes et de bijoux qui sont des copies d'anciens. Ces copies d'anciens, ces copies de bijoux étrusques, sont présentées comme des copies, en somme, ou pas. Il y a beaucoup de faux étrusques à la fin du XIXe siècle. Il y a beaucoup de faux étrusques au début du XXe siècle aussi, et les Castellani en ont produit un certain nombre. Donc, une collection importante qui est démantelée vers 1910, 1920. En 1919, tout ce qui n'est pas bijoux est cédé à l'État italien et va donc intégrer le musée de la Villa Giulia de ce fait. Et les bijoux eux-mêmes, pour des raisons d'héritage compliquées, ont fini par être vendus au British Museum, en fait. Et donc, eh bien, il y a dans les vitrines du musée national étrusque de la Villa Giulia une part non négligeable des objets présentés qui, en fait, proviennent de la collection Castellani, finalement. Alors, si on abandonne ces collections anciennes et si on essaye de voir comment s'organise la collection actuelle du Musée national étrusque, donc, je vous l'ai dit, elle est présentée selon un plan topographique très clair, mais très répétitif.
Et je me suis permis donc de choisir trois lieux précis pour parcourir l'ensemble des galeries. Le premier lieu que nous allons visiter, ce sera une partie du site de Kéré, de Cerveteri. Nous allons visiter en fait le sanctuaire de Pyrgi. Pyrgi, c'est le nom grec et latin hein, du sanctuaire et du site portuaire aussi de Cerveteri. Nous ne connaissons pas le nom étrusque de ce site. Donc, on va aller se promener là, à Kéré, Cerveteri. Nous irons nous promener aussi à Falérie, en pays falisque, et puis nous terminerons par Veii, qui est la ville étrusque la plus proche de Rome. Étant donné le mode de constitution de la collection, le musée national étrusque, qui a l'ambition d'être un musée global hein, de la civilisation étrusque, est en fait un musée de l'étrurie méridionale, en réalité. Les pièces importantes venant de l'étrurie centrale ou de l'étrurie septentrionale, ben, on les trouvera ailleurs, dans d'autres musées, par exemple à Bologne ou ailleurs. Il y a beaucoup de musées étrusques en Italie, hein, mais pas tellement à la Villa Giulia. Alors, Cerveteri, donc, ville importante, ville étrusque importante. Cerveteri, c'est son nom en italien d'aujourd'hui. Le nom latin était Caere, le nom étrusque Kisra. Et la ville est importante, il y a une nécropole, enfin, c'est un lieu extrêmement célèbre et à juste titre. On va se centrer sur le sanctuaire de Pyrgi, au bord de la mer. Donc, sanctuaire qui a été fouillé par les archéologues et qui se situe, c'est le télescopage des périodes évidemment, hein, un sanctuaire très ancien de l'Antiquité qui se situe à côté d'un château médiéval, le château de Santa Severa, qui est un lieu touristique intéressant à voir aussi, mais là nous le laissons de côté pour visiter donc ce site archéologique de Pyrgi. Alors, avant les fouilles, évidemment, il n'y avait rien, hein, bien sûr. Et donc, ce que les archéologues ont mis au jour, ce sont les fondations du sanctuaire, les fondations des temples. Et la dénomination qui a été donnée à ces temples est une dénomination, disons, simple. Il y a un temple B, il y a un site C qui est là, et puis il y a un temple A. Alors, si l'on prend donc les vestiges qui ont été découverts sur place, qui sont présentés à la Villa Giulia, eh bien, on a par exemple des vestiges du temple B, je vais commencer par là, et puis ensuite on a des vestiges du temple A. Pour les vestiges du temple A, j'insisterai surtout sur une décoration en terre cuite qui était située ici, juste dans l'axe de la route menant à Cerveteri ou permettant d'arriver de Cerveteri. Alors voilà donc des vestiges du temple B, ce sont des vestiges très peu impressionnants, hein. Quelques morceaux des décorations en terre cuite sur le toit, quelques fragments de statues, donc pas grand-chose ne s'est conservé du temple B, sauf les lamelles d'or qui avaient été fixées probablement sur la porte du temple ou qui avaient été fixées sur les montants de la porte du temple. On a conservé les lamelles d'or, on a conservé les clous qui avaient permis de les fixer aussi, parce que ces lamelles d'or, pour des raisons très précises, que j'explique dans ma petite vidéo sur Cerveteri, vous pourrez toujours aller voir si vous voulez, ces lamelles d'or ont été détachées de l'endroit où elles se situaient, elles ont été soigneusement pliées, soigneusement roulées, et pieusement enterrées sur les portes d'un temple. C'est quelque chose qui est en rapport avec les dieux, ça. Il ne faut pas être imprudent avec cela. Donc, des lamelles soigneusement enterrées et découvertes par les archéologues en 1960. Ça, ce sont les vestiges du temple B de Pyrgi. Et les vestiges du temple A de Pyrgi sont un petit peu plus impressionnants. Il y a également des fragments du toit, il y a quelques fragments de statues, mais il y a tout particulièrement cet objet qui est là, qui était fixé sur la poutre faîtière du temple. La particularité des temples étrusques, c'est qu'ils disposaient en général d'un toit en pente, hein, et dans l'angle du sommet de ce toit, donc là où il y avait la poutre principale, la poutre faîtière, eh bien là, il n'y avait pas de fronton. Les temples grecs et les temples romains possédaient un fronton sur leur façade, pas les temples étrusques. Donc l'ensemble était ouvert, on pouvait voir la charpente par conséquent. Et cette poutre faîtière était souvent protégée des intempéries par une plaque de terre cuite qui pouvait être peinte ou qui, comme ici, était moulée. Et donc, ce décor de la poutre faîtière de la façade arrière du temple A a été
Je ne dirais pas conservé, mais a été retrouvé. Il faut imaginer que l'ensemble s'est effondré, s'est trouvé enterré du fait des processus historiques. Le lieu a disparu complètement, il a été cultivé, les charrues ont labouré les ruines, et donc cette décoration en terre cuite s'est trouvée brisée en 2000 morceaux. 2000 morceaux ont été récupérés et soigneusement reconstitués, soigneusement associés. Un véritable puzzle donc a été réalisé et on a pu ainsi reconstituer le décor de de ce haut relief donc, du temple A de Pyrgi. Alors c'est intéressant de regarder de près de quoi il s'agit. En fait, il s'agit là d'une citation de deux scènes différentes qui appartiennent à ce que l'on appelle le cycle thébain, c'est-à-dire dans la mythologie grecque, il y a plusieurs histoires qui existent. Il y a tout ce qui concerne, par exemple, la guerre de Troie, c'est le cycle troyen. Il y a tout ce qui concerne le Minotaure, Thésée, Ariane, etc., donc un autre cycle. Et puis, il y a tout ce qui concerne le Thèbes, et c'est de cela qu'il s'agit, le cycle thébain. Donc les personnages peuvent être identifiés de la façon suivante. On a ici Jupiter. Alors, je vais employer les dénominations romaines ou les dénominations grecques. C'est difficile d'utiliser les dénominations étrusques, non pas qu'on ne les connaisse pas, mais l'assimilation des dieux étrusques aux dieux grecs et romains est parfois un petit peu problématique. Alors, donc, on a ici le dieu, mettons Zeus, Jupiter, qui participe au combat qui est en cours. Le combat oppose deux des fils d'Édipe. Édipe a été roi de Thèbes et deux de ses fils sont en compétition pour lui succéder. Il y a un héritier légitime qui est Éthéocle et il y a un usurpateur qui est Polynice. Et donc, Éthéocle s'est réfugié dans Thèbes pour se défendre. Les Thébains et Éthéocle se défendent contre Polynice, qui est allé chercher des alliés à Argos, Polynice qui va assiéger Thèbes. Et par conséquent, il y a un épisode du cycle thébain qui nous raconte la guerre des chefs argiens contre Thèbes, le siège de Thèbes par les 7 chefs argiens, plutôt les 6 chefs argiens et Polynice. Donc, c'est cela dont il faut se souvenir pour comprendre la scène. Zeus, donc, non seulement assiste au combat, commente le combat, mais il participe au combat et il va donc lutter contre le personnage qui est là, qui s'appelle Capané. Capané qui est en train de grimper sur les murailles de Thèbes et que Zeus va repousser en lui lançant la foudre. Donc Capané, brutalement frappé par la foudre, crie sa colère, crie sa souffrance aussi devant cet épisode du combat qui est observé par un personnage qui est là, un des Thébains, donc, qui s'appelle, enfin le texte lui donne son nom, Polyphontes. Donc première scène. Deuxième scène, ici, deux personnages donc, du même cycle thébain, Tidée ici et Mélanippe qui est là. Donc les deux combattants se sont entretués. Ils ne sont pas encore tout à fait morts, mais ils sont en train de mourir. Mélanippe est en train de mourir, Tidée est en train de mourir, mais il lui reste suffisamment de force, d'énergie pour attraper Mélanippe et lui dévorer la cervelle. C'est ce que nous raconte le mythe thébain et c'est ce que l'artiste a mis en scène ici. Le tout sous l'œil d'Athéna, horrifiée évidemment, par une telle violence, par une telle brutalité, par une telle barbarie qui est ainsi déployée par les agresseurs argiens autour de Polynice contre les défenseurs thébains autour d'Éthéocle. Le tout figurant donc sur une décoration que l'on voit bien dans l'Antiquité, quand on arrive de Tchervétérie et que l'on se rend à Pyrgi, on voit cela. Quand on arrive donc dans le sanctuaire, il y a un message qui a été divulgué, qui a été porté par ce haut relief. Le message est le suivant. Le mythe nous dit que les Thébains ont été injustement agressés par les chefs argiens et Polynice, que ces Thébains se sont défendus, qu'ils ont réussi, grâce à l'aide des dieux, à repousser les assaillants, et qu'ils ont donc triomphé de la férocité, triomphé de l'orgueil des adversaires argiens. Et cela peut se comprendre si l'on considère la date à laquelle on se situe.
on estime que le relief date des années 470-460 avant Jésus-Christ. Cela peut se comprendre parce qu'on ne connaît pas bien l'histoire intérieure des cités étrusques, mais il y a au moins, grâce aux tablettes d'or que l'on a vues tout à l'heure, il y a au moins un personnage à Cerveteri dont on connaît le nom, c'est Tefari Valianas, c'est le signataire du traité qui a été gravé sur les lamelles d'or. Et ce Tefari Valianas est présenté par la version phénicienne du texte comme roi de Cerveteri, ou tyran de Cerveteri, et donc il y a certainement eu un renversement de ce personnage, une révolution interne dans la vie de Kisra, et donc les nouvelles autorités utilisent le mythe grec pour édifier tous les arrivants et édifier toutes les personnes qui sont amenées à voir ce relief. C'est très intéressant de mentionner cela, puisque c'est très rare pour les objets étrusques que l'on puisse les mettre en rapport avec des événements qui sont datés. Là, l'événement daté, c'est donc Tefari Valianas, et l'événement daté, c'est aussi la création à Athènes, au Grande Dionysie de 467 avant Jésus-Christ, eh bien, de la pièce d'Échille, Les Sept contre Thèbes. C'est précisément un épisode de ce mythe qui est raconté sur ce relief. Donc, cela peut être mis en relation avec la création d'une pièce à Athènes et avec une révolution intérieure, une révolution de palais, si on peut dire, à Cerveteri, probablement quelques années auparavant. C'est ce qui permet de dater le relief. C'est donc un objet tout à fait spectaculaire, de grande taille, tout à fait spectaculaire, tout à fait intéressant pour l'historien, mais qui est intéressant aussi par la manière dont il a été réalisé. C'est donc un moulage ou de l'argile modelée à la main, on hésite un peu, peut-être de l'argile modelée à la main, par l'artiste, et qui a donc ensuite été cuit et installé in situ. Alors, au musée de la Villa Giulia, on voit donc des éléments très importants issus du sanctuaire de Pyrgi, mais évidemment, l'essentiel des vestiges archéologiques découverts à Cerveteri est présenté soit au musée étrusque de Cerveteri, soit dans d'autres musées un peu partout en Europe. Et donc, le musée de la Villa Giulia n'est pas le musée exhaustif, même pas de Cerveteri, mais il y a quelques éléments extrêmement importants donc pour la collection de ce musée. Donc, premier élément, premier lieu, Pyrgi. Deuxième lieu, un agrandissement donc, de ce haut relief des Sept contre Thèbes, 2000 morceaux, je vous ai dit. Il y a des morceaux qui ont été récupérés et que l'on peut mettre en scène, et d'autres qui ont dû être restitués, bien entendu. Tout ce qui est plus donc avec moins de détails, ce sont des morceaux qui ont été complétés. C'est le principe de la restauration. On ne cherche pas à abuser le spectateur qui observe l'objet, on lui montre que l'objet a été restauré. Et parfois beaucoup, comme on le voit ici. Alors, deuxième lieu, Phalérie et le pays phalisque. Phalérie, c'est le nom, donc Phalérie est ici, c'est le nom de la bourgade qui s'appelle aujourd'hui Civita Castellana. On se situe, comme vous voyez, au nord de Rome, au nord-est du lac de Bracciano. Et on est dans une zone intermédiaire entre le pays étrusque et le pays sabin. C'est le pays phalisque, la région de Phalérie. Et les Falisques sont un peuple italique qui avait une identité, qui était perçue dans l'Antiquité comme ayant une identité particulière, une spécificité particulière. On n'en sait pas beaucoup plus sur la spécificité des Falisques. Il faudrait pouvoir lire les textes qu'ils n'ont pas vraiment écrits, donc c'est assez délicat. Mais enfin, il y a quand même un ensemble de légendes à propos de Phalérie, qui nous raconte que la ville a été fondée par le fils d'Agamemnon, un fils d'Agamemnon, Alessus, qui, après le meurtre de son père, a trouvé refuge en Italie. Le nom de Phalérie apparaît dans les textes antiques, chez Tite-Live par exemple, lorsque Tite-Live retrace les luttes entre Rome et les Étrusques. Phalérie, dans la position où elle se situe, est tantôt alliée, tantôt pas alliée des cités étrusques, de telle cité étrusque ou de telle autre cité étrusque par rapport à Rome, ce qui vaut à Phalérie d'être parfois l'adversaire de Rome, ce qui lui vaut d'être assiégée et prise même parfois par les Romains. On sait par exemple que, on sait par Tite-Live, que Phalérie
est prise en 396 avant Jésus-Christ par Camille, hein, Marcus Furius Camillus. Mais c'est une prise temporaire de Falérie par Rome. Par la suite, les guerres romano-étrusques continuent et Falérie finit par être prise et détruite par Rome en 241 avant Jésus-Christ. 241 avant Jésus-Christ. Donc, chute de Falérie conquise par les Romains, et c'est la fin de l'histoire de Falérie, en réalité, qui est ainsi observable. Donc, la particularité du site de Falérie, c'est qu'il a été fouillé et que l'on a pu fouiller notamment les sites des sanctuaires de la ville, sanctuaires urbains et périurbains de la ville. Et cela donc peut être pointé sur une carte. Voilà la ville de Civita Castellana, sur un petit promontoire, donc comme c'est souvent le cas pour les villes étrusques, hein. Donc la ville existe là, Falérie de l'Antiquité se situait là, Civita Castellana, et il y a des sanctuaires urbains à l'intérieur de la ville et d'autres qui sont à l'extérieur de la ville. Donc on va aller visiter par exemple deux sanctuaires à l'extérieur, les Sassicaduti et Celle, et on va visiter aussi le sanctuaire du Scassato qui est ici. Alors, on commence par les Sassicaduti. Donc, un sanctuaire qui a laissé comme vestige, comme trace, peu de choses, quelques éléments, quelques fragments de statues et quelques fragments de toit pour le temple étrusque, enfin le temple pas exactement étrusque, il est falisque ce temple, mais le modèle architectural a été emprunté aux Étrusques, donc un temple avec un toit pentu et des décorations en terre cuite sur les arêtes du toit. C'était le sanctuaire de Sassicaduti. Deuxième sanctuaire, le sanctuaire du Scassato. Là, on est à l'intérieur de la ville antique et de la ville actuelle. Et donc, même chose, quelques vestiges plus impressionnants ont pu être récupérés, ont pu être observés. Des vestiges du toit, on voit bien là ici un angle du toit décoré par ces plaques de terre cuite qui sont ici moulées visiblement, hein. Quelques fragments de statues. Là, il y a un foie en terre cuite dont je vais parler dans un instant. Et puis, il y a des fragments plus considérables d'une décoration en ronde-bosse, comme on dit ça. C'est pas exactement une statue autonome, c'est pas exactement un haut relief, mais il y a un mélange des deux. Donc, la partie supérieure du corps se détache du fond, mais la partie inférieure du corps est fixée sur le fond. Et donc quelques fragments de ces statues décoratives donc, du sanctuaire du Scassato, et que l'on date, on va voir, de la première moitié ou de la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, notamment pour cette statue montrant donc une évocation d'Apollon. Apollon et son interprétation par les Phallisques, on ne connaît pas le nom Phallisque d'Apollon, et en tout cas, on peut estimer que cette statue en terre cuite date de la deuxième moitié du IVe siècle après Jésus-Christ, et que naturellement, le type qui a été donné par l'artiste, par le modeleur d'argile, le type qui a été donné à la statue, c'est un type qui évoque les portraits que l'on réalise à l'époque, les portraits d'Alexandre, donc ce fameux conquérant grec, dont du milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, un document tout à fait important que ce sanctuaire du Scassato dans la ville de Falérie. Ce n'est pas un lieu très, très connu, très, très important, mais même là, il y a une diffusion de l'image, une diffusion du type iconographique d'Alexandre. Alors, on trouve aussi dans un autre plan de la même statue, on trouve aussi dans les fouilles de Falérie et du sanctuaire un foie de mouton en terre cuite. Alors, il manque la pyramide ici. Un foie de mouton, c'est un ex-voto en fait qui a été consacré dans le temple. Vous savez que les anciens, en général, les Romains en particulier, tout particulièrement les Étrusques et leurs voisins phallisques, sont des experts de l'examen des organes des victimes sacrificielles, ce qu'on appelle l'extispicine, ou la ruspicine, si on veut. Et donc, les spécialistes étrusques, et là, on a quelque chose qui ressemble à un spécialiste étrusque, donc, lisent la volonté des dieux dans l'observation du foie. Le foie de mouton, il y a un foie de mouton célèbre en bronze
qui s'appelle le foie de Plaisance et qui comporte des inscriptions gravées sur le foie. Là, il n'y a pas d'inscription, mais c'est un ex-voto qui rappelle l'attrait, l'intérêt pour l'examen des viscères, l'examen des organes des victimes sacrificielles des peuples anciens, donc un ex-voto consacré dans ce temple de Falérie. Et puis un autre sanctuaire de Falérie, là on est en position périurbaine, même à la campagne, c'est un sanctuaire de Junon, Junon Kouritis. Sanctuaire de Junon Kouritis, donc un lieu consacré à la déesse, un temple consacré à la déesse, mais un petit temple, en fait, rural, où les vestiges qui ont été conservés sont assez peu nombreux. Il y a des vestiges qui ont été disposés ici autour d'une alvéole, hein, pour simuler une porte, en fait. Et dans cette alvéole, on a déposé la statue, enfin le fragment de statue de Junon Kuritis qui figurait donc dans le sanctuaire. C'est une statue intéressante parce que c'était peut-être la statue de culte, on ne sait pas bien, mais elle représente en tout cas une, on va dire une matrone romaine, hein. Elle représente donc l'épouse de Zeus, l'épouse de Jupiter, Héra pour Zeus, Junon pour Jupiter, et une épouse qui est présentée ici, richement vêtue, portant un diadème, portant des bijoux, et c'est une divinité qui est, comment dirais-je, l'emblème qui est lié à tout ce qui concerne la fécondité, tout ce qui concerne le mariage. Le culte de Junon, Kouritis, a été célébré encore au 1er siècle avant Jésus-Christ. On a par exemple dans les Amours d'Ovide un passage où celui-ci explique qu'il a participé avec sa femme à une procession vers le sanctuaire de Junon Kouritis à Falérie. Donc il nous dit ceci: ma femme étant née au pays des Falisques, au fertile verger, nous avons vu ces murs, jadis vaincus par toi, illustre Camille. Donc, première prise de Falérie par les Romains au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les prêtresses de la chaste Junon préparaient en son honneur ces lieux où l'on sacrifie une génisse du pays. Cette cérémonie méritait bien que je m'arrêtasse et je voulais la voir, quoiqu'on arrive au lieu où elle se fait, que par un chemin difficile et montueux. Donc voilà le souvenir de ces processions, le souvenir de ces cultes consacrés à Junon Kuritis, à Falérie. Donc il reste la statue, ou un fragment de la statue, il reste le poème d'Ovide pour rappeler ces cérémonies qui apparemment étaient suivies, étaient populaires donc, dans l'Antiquité, en tout cas au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ encore, donc à l'époque d'Ovide. On est allé à Pyrgi, on est allé à Falérie, on va aller maintenant à Veii. Donc Veii, la ville étrusque, là pour le coup on est chez les Étrusques, la ville étrusque la plus proche de Rome, à une vingtaine de kilomètres, 12 000 Romains exactement. Et Veii est installée sur les bords d'une rivière qui est un affluent du Tibre. Et les textes nous disent que c'était une très belle ville, que c'était une ville étrusque jadis puissante, mais enfin qui a été évidemment prise par les Romains et détruite par les Romains. Après bien des efforts, après bien des péripéties, la rivière sur laquelle se dresse Veii, c'est le Crémer en fait, a été le siège de plusieurs batailles entre Rome et les Étrusques. Alors, les salles du musée de la Villa Giulia permettent une présentation du site de Veii, pas tellement de la ville de Veii qui se dressait sur un promontoire, hein, sur les bords donc du Crémer, voilà, cet affluent du Tibre dont je parlais. La ville a été détruite, donc il ne reste pas grand-chose dans l'Antiquité, mais il restait des nécropoles autour de la ville, des nécropoles et un sanctuaire, ici le sanctuaire de Portonaccio. Donc, nous allons visiter l'une des nécropoles, enfin une tombe de l'une des nécropoles et les vestiges du sanctuaire de Portonaccio. Alors, premier échantillon évoquant le site de Veii, la nécropole de Casale del Fosso, donc, et la tombe aux Anciles. C'est un
un vestige archéologique tout à fait impressionnant. Parce qu'il est possible de le mettre en relation avec des textes anciens et avec même des événements, avec des personnages. C'est assez rare que l'on puisse faire cela avec des vestiges archéologiques étrusques. Donc, cette tombe, on la date des alentours, vous voyez, de 750 avant Jésus-Christ, donc une période très, très ancienne. C'est-à-dire que là, on est avant la naissance de Rome, au moment de la naissance de Rome, si on veut, donc en pays étrusque. Cette tombe a été fouillée au XXe siècle. Elle avait été découverte en 1915, mais elle a été surtout fouillée à la fin du XXe siècle. Et on a pu montrer, découvrir, mettre en évidence tous ces vestiges qui sont présentés dans la vitrine, une armure, différents fragments d'armes et des boucliers. Des boucliers qui sont ici, il y en a plusieurs en fait. Des boucliers qui ont la particularité d'être composés de 2 morceaux, de 2 cercles, de 2 boucliers si l'on veut, soudés entre eux, réunis entre eux par 2 agrafes en métal. Et cela est tout à fait frappant, tout à fait surprenant parce que cela rappelle évidemment ce que les Romains appelaient les anciles. Les anciles, ce sont des boucliers ayant la forme que vous voyez là et qui sont les symboles de la confrérie des Saliens. Ce ne sont pas exactement des prêtres, mais les Saliens, ce sont des religieux romains qui, à certaines époques, défilent dans la ville en brandissant ces boucliers, en chantant et en frappant les boucliers avec un bâton pour faire du bruit, donc du bruit scandé, du bruit rythmé. On a plusieurs descriptions du défilé des Saliens, chez Ovide en particulier. Ces défilés des Saliens avaient lieu à 2 moments précis dans l'année, en mars et en octobre, c'est-à-dire au début de la saison de la guerre et à la fin de la saison de la guerre. Donc il y a un lien entre, évidemment, les Saliens et la guerre. Et l'explication de tout ça nous est apportée par Ovide. Il y a un mythe, en quelque sorte, que l'on peut retracer, que l'on peut décrire, mythe qui montre que, au fond, un pacte a été conclu entre les dieux et les Romains. Les dieux sont citoyens de Rome, si l'on veut. Donc, c'est dans les temps anciens, évidemment, et mythiques, que les choses se passent. Et pour établir ce lien, Jupiter donne à Rome, promet de donner et donne effectivement à Rome un signe de sa faveur, et ce signe prend la forme d'un bouclier ayant cette forme, justement, un double bouclier soudé, un bouclier merveilleux qui descend du ciel un matin au pied de Numa Pompilius et qui va être évidemment la preuve visible du lien établi par la cité de Rome avec Jupiter. Donc pour éviter que le bouclier en question ne soit perdu, ne soit volé, eh bien, naturellement, Numa Pompilius fait fabriquer 11 répliques du bouclier, 12 boucliers, dont un est le bouclier divin et les 11 autres sont une réplique, donc on ne sait pas exactement lequel est le bouclier divin. 11 répliques qui sont commandées à un artisan, dont on connaît le nom, bien entendu, Mamurius Veturius, un artisan mythique probablement, mais en tout cas un nom est apporté, un nom de forgeron qui va réaliser ces boucliers, ces anciles, qui ensuite vont être promenés de manière solennelle dans la ville. Alors, lorsque l'on a trouvé cette tombe donc de la nécropole à Veii, eh bien, on a pu se dire, eh bien voilà, peut-être est-ce la tombe ce n'est pas la tombe de Mamérius, du forgeron Mamurius Veturius, bien sûr, hein, il est forgeron, il n'est pas soldat, mais en tout cas, peut-être que Mamurius Veturius savait fabriquer ces boucliers là, ou quelques-uns qui lui ressemblent, qui ressemblent à cela. Cette tombe est très intéressante parce qu'elle montre que quelques éléments qui sont considérés par les Romains comme parfaitement traditionnels, parfaitement liés à leur récit des origines, bien en fait, ont été empruntés très clairement et très directement, ont été empruntés aux Étrusques, et notamment aux Étrusques de Veii, leurs voisins proches. Donc c'est l'enseignement qu'on peut faire de cette tombe aux anciles,
Alors évidemment, si on regarde d'un œil froid cette tombe aux Anciles, on aimerait connaître le nom du personnage qui était enterré là et les hauts faits auxquels il s'est livré, mais il n'y a pas d'inscription dans la tombe, donc on ne sait pas. C'est par analogie, évidemment, qu'on peut mettre cette tombe en relation avec la tradition romaine des Saliens et des Anciles. Alors à Veii, il y a donc la tombe aux Anciles dans une nécropole, mais il y a aussi le sanctuaire de Portonaccio. Et ce sanctuaire de Portonaccio, bien entendu, est en ruine, il a été fouillé par les archéologues. Et c'est un sanctuaire de grande taille, dans lequel il y a à la fois un temple et des ex-voto, des statues qui ont été consacrées par les fidèles, peut-être par les dirigeants de Veii. Et donc, il y a des fragments importants de quelques-uns de ces ex-voto. On en a un exemple sur la photographie. Fragments donc, de statues en terre cuite montrant Herclé et Minerva. Ce sont les noms étrusques des deux divinités que les Étrusques peuvent chercher à reconnaître dans des divinités romaines comme Hercule et donc Minerve, ou comme Héraclès et Athéna pour les Grecs. L'assimilation des divinités d'une religion à l'autre, d'un peuple à l'autre est toujours complexe, mais ici, en tout cas, l'assimilation a été faite par les Étrusques. Et donc, ces statues nous montrent à gauche donc un fragment de la statue d'Herclé, d'Hercule, qui porte autour de la taille la peau du lion de Némée, un léonté, donc. Cette peau du lion de Némée, elle peut être nouée autour de la taille d'Hercule, elle peut être posée sur les épaules d'Hercule, elle peut être posée sur la tête d'Hercule, ça dépend un petit peu des habitudes locales, en fait. Ici, c'est autour de la taille qu'on la trouve, et Hercule a la main droite qui porte quelque chose, peut-être la massue qui est l'emblème d'Hercule, et de la main gauche, il porte autre chose, peut-être un arc. Bien sûr, tout ça a disparu, mais c'est l'interprétation qu'on peut éventuellement forger. Quant à Minerva, donc on peut assimiler peut-être à Minerve ou Athéna, eh bien, elle est représentée en armure, elle porte un casque, et apparemment, elle peut porter, dans le bras qui lui manque, elle peut porter avec le bras qui lui manque un bouclier. Donc, un groupe de statues, Hercule et Minerva, Herclé et Minerva sont souvent liés l'un à l'autre, de statues qui ont été offertes, alors on peut essayer d'imaginer l'origine de ces statues, c'est un ex-voto, donc offert par quelqu'un, peut-être par le dirigeant de Veii qui a orné le sanctuaire, qui a financé peut-être la construction du temple qui se trouve à côté, le temple donc de Minerva, que l'on va examiner, dont on va examiner les traces pour terminer. Alors, la salle qui contient les vestiges du temple de Minerva, c'est la dernière salle que l'on trouve dans le musée de la Villa Giulia. Et j'ai toujours pensé que cette salle était médiocre, non pas pour les objets présentés, qui sont tout à fait remarquables, mais par le lieu lui-même. C'est l'une des plus petites salles du musée et ça devrait être l'une des plus intéressantes, l'une des plus belles en fait. Donc là, il y a un petit défaut, à mon avis, dans la présentation. Quoi qu'il en soit, on voit que dans cet espace resserré, ici vous avez la porte de sortie qui permet de quitter le musée. Dans cet espace resserré, il y a donc des vestiges du toit, de la décoration en terre cuite du toit du temple, avec des vestiges importants, non seulement des plaques qui protègent les poutres, mais la décoration sommitale, ce qu'on appelle les acrotères, qui viennent orner l'arête du toit. Il y a des vestiges importants aussi d'autres décorations en terre cuite, qui sont représentées dans les vitrines. Et puis, il y a des vestiges importants, des statues qui étaient disposées sur le sommet du toit. On connaît bien la forme du temple de Minerva à Portonaccio, à Veii, donc, parce que précisément il reste ces statues. On a donc pu reconstituer la forme du temple. Donc, un temple étrusque décrit par Vitruve. Enfin, Vitruve va donner le prototype du temple étrusque, c'est-à-dire un temple avec quelques colonnes en façade, avec donc un toit en pente, avec ici pas de fronton, donc un
voilà, une partie vide, et puis les poutres faîtières, hein, qui sont protégées ou pas par des décorations en terre cuite, sur les bords du temple, sur les bords du toit, des statues, et sur l'arête du toit, tout un programme statuaire qui a été partiellement conservé, tout un programme donc qui est mis en relation avec quelques-uns des épisodes importants de la mythologie grecque. Hem, Ces statues sont fragmentaires, mais les fragments sont vraiment importants. On peut considérer qu'elles ont été bien conservées, au moins pour ce groupe de 2 statues ici qui représentent Hercule et Apollon, et pour la statue qui est là, qui représente Latone, la mère d'Apollon. La statue était liée à un serpent. Le serpent n'a laissé que quelques petits fragments peu significatifs. Alors, tout cela, voilà comment se présentaient les statues, fixées sur un socle en quelque sorte, hein, un socle permettant de les installer sur l'arête du toit, donc de manière à ce qu'elles tiennent, évidemment. Autrement dit, les statues en question constituaient un décor que l'on voyait quand on était situé au pied du temple, que l'on voyait à une douzaine de mètres de haut, se détachant sur le ciel, hein, ce qui permettait de donner un aspect impressionnant aux scènes représentées. Alors, quelles sont ces scènes représentées? Bon, je vais insister sur le groupe d'Hercule et d'Apollon qui est là, et sur la statue de Latone. Donc, il faut imaginer qu'il y avait en face une statue d'un serpent. On a donc, c'est un épisode fameux de la mythologie qui montre Latone, donc la mère d'Apollon et de Diane, ou bien si vous voulez, Leto, la mère d'Artémis et d'Apollon. Latone, donc, fuyant avec l'enfant Apollon dans les bras. Et fuyant quoi? Fuyant le serpent qui se trouvait devant elle, le serpent, donc Python, à Delphes, hein, dans l'histoire d'Apollon, dans le mythe relatif à Apollon, il y a ce combat entre Apollon et le serpent Python, et à un moment donné, donc, Latone intervient pour épargner son fils Apollon. Donc, cela a été représenté sur le sommet du temple de Véii. Et puis, il y a, d'autre part, le combat entre Héraclès, ou Hercule, et Apollon, donc, que l'on voit bien ici. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une évocation du troisième des 12 travaux d'Hercule, c'est-à-dire la capture de la biche de Sérigny, aux cornes dorées. La biche de Sérigny, c'est un animal lié à Diane, c'est un animal sacré, donc qui est lié au culte de Diane. Diane est la sœur d'Apollon, Artémis, dans la formulation grecque. Et donc, Hercule s'empare de la biche de Sérigny, et ce faisant, c'est une agression contre Diane, la sœur d'Apollon. Donc, Apollon intervient et se prépare à combattre Hercule pour récupérer la biche de Sérigny que l'on voit ici renversée, les pattes en haut, et donc capturée par Hercule. Apollon intervient pour essayer de la récupérer, et un personnage qui n'a pas subsisté, sauf pour un fragment de son visage, un personnage qui est le dieu Mercure, vient apporter à Apollon et à Hercule le message de Jupiter indiquant que le combat doit s'arrêter et que Apollon a perdu. Hercule a donc réussi son troisième des 12 travaux, c'est-à-dire la capture de la biche de Sérigny. C'est cela que montre cette paire de statues sur le toit du temple de Véii. Donc. Alors voilà, donc ce groupe d'Apollon et d'Hercule, on voit que Apollon est représenté avec un visage qui n'exprime pas la défaite qu'il subit, et Hercule est représenté, donc chevauchant, si l'on peut dire, la biche de Sérigny, et d'autre part portant sur la tête et le dos la peau du lion de Némée, donc la Léontée, la peau du lion de Némée qu'il a vaincu dans l'un de ses travaux précédents. Donc c'est une scène qu'il faut se représenter comme se détachant sur le bleu du ciel, et devant donner évidemment une impression saisissante. Comment interpréter cela? Pourquoi le choix de cette scène-là sur le temple de Véii? Bien, si on admet qu'il y a un dirigeant de Véii, dont on ne sait rien, qui a fait l'offrande des statues d'Herclès et de Minerva, dont on a parlé il y a un instant, peut-être qu'il s'agit là aussi d'une scène montrant
enfin, essayant de confirmer, essayant de justifier le pouvoir de ce dirigeant, de ce tyran de Véii, dont on ignore tout, justifier le pouvoir de ce tyran en le mettant en rapport avec la victoire d'Hercule sur Apollon. Voilà donc cette promenade rapide dans les collections du Musée national étrusque. Et je voudrais terminer par la présentation de quelques œuvres présentées dans le musée, quelques œuvres célèbres, trois, qui, qui permettront de repérer et d'admirer des chefs-d'œuvre de l'art donc étrusque. Alors, on parlait du groupe de Véii, Hercule et Apollon. Bien, restons sur Apollon, l'Apollon de Véii, précisément, c'est la statue que nous voyions il y a un instant. Donc, c'est une grande statue en terre cuite qui a conservé en partie sa couleur d'origine. On voit donc que les chairs sont réalisées dans une argile qui a été teintée en brun sombre et les vêtements sont teintés en blanc bordé de noir. C'est une statue qui représente donc le dieu Apollon avec les explications que j'ai données il y a un instant, je ne vais pas y revenir, mais c'est une statue qui nous montre un Apollon ayant un sourire particulier, ce qu'on appelle le sourire archaïque. Ce n'est pas exactement un sourire, c'est une façon d'exprimer une façon de souligner l'expression sur le visage. C'est pas exactement la représentation d'un sourire ayant un sens particulier. Et ce sourire archaïque, donc, est la marque, en somme, de cet Apollon de Véii qui ornait le faîte du toit du sanctuaire de Porto Naccio. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette statue? C'est une statue en terre cuite. Elle a été moulée à la main, elle a été cuite ensuite, et teintée, comme je viens de le dire. Et les historiens de l'art ont analysé cette statue et l'ont mise en relation avec ce que l'on peut savoir de l'art de la terre cuite, chez les Étrusques, l'art de la terre cuite au VIe siècle avant Jésus-Christ, mettre en relation ce que l'on sait de cela avec ce que les textes nous disent. Et les textes nous disent quelque chose justement sur les choroplates, c'est-à-dire les spécialistes étrusques de la terre cuite. Les textes nous disent qu'il y a, au début du VIe siècle, à Véii, donc vers 580 avant Jésus-Christ, il y a un atelier d'artisans, d'artistes, qui a été fondé par un personnage appelé Vulca. Donc l'atelier de Vulca fonctionne à Véii au début du VIe siècle. Et si l'on sait cela, c'est parce que les textes romains nous disent que le roi de Rome, Tarquin le Superbe, Tarquin l'Ancien plutôt, a contacté cet atelier de Véii pour lui commander, en quelque sorte, la réalisation de la statue de Jupiter à installer dans le temple du Capitole. Donc la grande statue de Jupiter à mettre dans le temple du Capitole a été réalisée par des artisans choroplates de Véii et notamment par Vulca. Ça, c'est en 580 avant Jésus-Christ, donc au début du VIe siècle. L'Apollon de Véii, lui, ne date pas du début du VIe siècle. Date de la fin. Les textes nous disent qu'à la fin du VIe siècle, le roi de Rome, Tarquin le Superbe, commande à l'atelier de Véii, qui n'est plus dirigé par Vulca, qui est mort entre-temps évidemment, mais qui est dirigé par les successeurs de Vulca, Tarquin le Superbe commande à Véii, aux artisans de Véii, un quadrige à installer sur le toit du temple de Jupiter, sur le Capitole, à Rome. Et donc, comme notre statue date de la fin du VIe siècle, on peut penser et qu'elle est à Véii, on peut penser que c'est cet atelier de Vulca et successeur, et fils de Vulca peut-être, qui a réalisé la statue en question. Donc on a affaire à une statue que l'on peut mettre en relation avec des noms de personnes et que l'on peut mettre en relation avec des phénomènes historiques, avec des événements historiques. C'est très rare pour les vestiges archéologiques étrusques, et l'Apollon de Véii en est un exemple. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur le plan stylistique, il est clair que on a affaire à une œuvre de haute tenue, hein, c'est un chef-d'œuvre en fait que l'on voit là. Et sur le plan stylistique, on peut donc dire qu'il y a clairement une influence
orientale, une influence ionienne, hein, que l'on repère sur le visage de l'Apollon de Véii, cela pouvant être mis en relation peut-être avec les événements de l'Ionie à la fin du VIe, au début du Ve siècle avant Jésus-Christ, et la dispersion des Grecs de l'Ionie, d'une partie des Grecs de l'Ionie, qui partent vers l'ouest. Certains vont aller jusqu'à Marseille, hein, qui partent vers l'ouest et qui peut-être s'arrêtent en Étrurie pour inspirer les artisans et les artistes choroplates de Véii. Donc, on peut dire que cette statue de l'Apollon de Véii a été réalisée très probablement à la fin du VIe siècle, très probablement par un artiste dont on ne connaît pas le nom, on peut l'appeler le maître d'Apollon, par exemple, un artiste qui donc vit à Veii à la fin du VIe siècle, qui a très probablement travaillé à Rome pour les quadriges dont je parlais tout à l'heure, et le tout donc juste avant la proclamation de la République à Rome. Voilà ce que l'on peut dire de cette statue célèbre de l'Apollon de Véii, qui est l'un des chefs-d'œuvre du Musée national étrusque de la Villa Giulia, et qui est présenté, comme je disais il y a un instant, qui est présenté à un endroit qui ne lui rend pas pleinement justice. Je pense qu'on pourrait améliorer la présentation de cette section-là du musée, le reste étant évidemment beaucoup plus beau. Donc, premier chef-d'œuvre du musée. Deuxième chef-d'œuvre du musée, la tête de Leucothea. Alors, donc l'Apollon de Véii, fin du VIe siècle. La tête de Leucothea, deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'Apollon de Véii vient de Véii, évidemment. La tête de Leucothea vient du temple A de Pyrgi. Le temple A de Pyrgi, c'est celui qui présente sur sa face arrière le haut relief des sept contre Thèbes, mais c'est celui qui présentait sur sa face avant, enfin quelque part en tout cas, cette statue, donc, dont il reste la tête en terre cuite colorée en blanc. Alors, le temple de Pyrgi, le temple A, d'après ce que l'on sait, était dédié à la déesse Thessane, la déesse étrusque Thessane, qui était la déesse de l'aurore, assimilée dans les sources grecques à Leucothea et dans les sources romaines à Mater Matuta. Donc, divinité romaine, Mater Matuta, que l'on reconnaît dans la Thessane étrusque, divinité grecque Leucothea, que l'on va reconnaître dans la Thessane étrusque. Alors, il y a des légendes qui nous racontent, des légendes grecques et romaines, qui nous racontent donc les aventures de la sœur de Sémélé. Sémélé, c'est cette mortelle qui a rencontré Zeus, d'où est issu Dionysos. Sémélé est la sœur donc d'une Ino, qui se trouve donc être la belle-sœur de Zeus, si on peut dire, et la tante du rejeton de l'union entre Sémélé et Zeus, c'est-à-dire Dionysos. Donc, Ino s'est trouvée persécutée par Héra, l'épouse de Zeus, parce qu'elle aide sa sœur Sémélé dans l'affaire de Dionysos. Ino, donc, est obligée de fuir vers l'ouest. Elle fuit en emmenant son fils, Mélicerte, et elle trouve refuge du côté du Tibre, en Italie, chez le roi Évandre, roi des Arcadiens, au bout du Tibre. Elle reçoit l'aide d'Hercule durant cet exil, cette fuite. Et Ovide nous raconte dans les Fastes que Ino reçoit de la prêtresse Carmenta, la mère d'Évandre, elle reçoit une sorte de révélation, une sorte de promesse. Elle deviendra une divinité marine, on l'appellera Leucothea, et les Romains l'assimileront, nous dit Ovide, les Romains l'assimileront à Mater Matuta. Et d'ailleurs, le fils de Ino Leucothea, donc Mélicerte, sera compris par les Romains comme étant Portunus, le fils de Mater Matuta. Et il y a effectivement sur le Forum Boarium à Rome, encore aujourd'hui, un temple de Portunus. Donc, là encore, on a un objet qui est un objet étrusque, venant du temple A de Pyrgi, mais que l'on peut mettre en relation, alors pas avec des éléments historiques là pour le coup, mais que l'on peut mettre en relation avec quelques éléments mythologiques. Donc c'est très intéressant de voir cela. Bon, par ailleurs, il s'agit d'une œuvre réalisée en terre cuite peinte. Il s'agit donc d'une tête et pas de l'ensemble d'une statue, mais qui nous montre
une expression particulière sur le visage qui est l'expression, on pourrait dire, de la peur. C'est Ino menacé par Héra, qui fuit. D'ailleurs, la chevelure semble animée par le vent de la course peut-être, hein. C'est cette expression-là que l'on peut lire sur le visage de cette statue, donc, que l'on peut dater de la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, et dans laquelle on peut reconnaître éventuellement une lointaine influence des grands sculpteurs de la fin du IVe siècle, des gens comme Scopas ou comme Praxitèle peut-être. Non pas qu'ils aient réalisé cette statue évidemment, mais c'est peut-être une filiation lointaine qu'on peut repérer. Donc deuxième chef-d'œuvre du musée de la Villa Giulia, et nous terminons par le troisième chef-d'œuvre, le plus connu évidemment, de ce musée, qui est donc troisième photographie de Locotea, qui est donc le sarcophage des époux. Le sarcophage des époux, donc, présenté dans les galeries du musée de la Villa Giulia, et qui est évidemment extrêmement connu, surtout que, comme vous le savez, il existe un autre sarcophage des époux qui est présenté à Paris. Donc deux objets presque identiques, pas tout à fait identiques. Ce ne sont pas deux moulages, si vous voulez, identiques, hein. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas tout à fait identiques. Ils n'ont pas la même couleur. Et ça s'explique par les conditions de la cuisson de la terre cuite, hein, selon la température de cuisson, selon la composition de l'air qu'il y a à l'intérieur du four, on obtient telle ou telle couleur. Bon. Et d'une certaine manière, on peut dire que le sarcophage des époux présenté à Rome est en meilleur état que le sarcophage des époux présenté à Paris. Mais la couleur est peut-être plus flatteuse à Paris qu'à Rome. Quoi qu'il en soit, d'où viennent ces... Alors, on va laisser le sarcophage de Paris, qui n'est pas notre sujet. D'où viennent ces époux? Eh bien, ils viennent de Cerveteri, ils viennent de la nécropole de Banditaccia. Le premier sarcophage, celui de Paris, a appartenu à la collection Campana, donc il a été découvert au milieu du XIXe siècle, sans doute dans les années 1840, et celui-ci a été découvert en 1881, donc à Cerveteri, dans la nécropole de Banditaccia. Il a été découvert en morceaux, évidemment, 400 morceaux. Et lorsque la découverte est réalisée, 1881, c'est l'époque où l'on commence à réfléchir à un musée national romain. C'est l'époque de Barnabéi, par exemple. Et Barnabéi voit cela, voit le sarcophage en miettes, et il se rend compte de ce que cela peut être, parce qu'il a vu aussi celui de Paris, bien sûr. Il se rend compte de ce que cela peut être, et donc tout de suite, il achète l'objet, qui va donc être installé dans le musée de la Villa Giulia, finalement, dès les origines. On dit sarcophage des époux, c'est pas exactement un sarcophage, hein, c'est une urne funéraire de grande taille. Ce n'est pas un sarcophage parce qu'il est trop petit pour abriter vraiment deux corps, même morts, et il est très grand pour être une urne, enfin, c'est une urne en tout cas. On voit qu'il a été modelé par les choroplates, par les artistes, il a été modelé et ensuite coupé en deux pour être cuit, afin d'éviter les dégâts, afin d'éviter la cassure, évidemment, de la terre lorsque celle-ci est exposée à la température très élevée qui est nécessaire pour la cuire. Alors, que représente ce sarcophage des époux? Sarcophage des époux, c'est l'expression traditionnelle. Époux, on ne sait absolument pas quel était le lien juridique entre les deux personnes, ça on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, c'est un homme et une femme qui sont allongés sur un lit qui ressemble à un lit de banquet. C'est une cérémonie, le banquet, qui n'a absolument rien de funèbre, et donc on peut se demander pourquoi une cérémonie parfaitement conforme au monde des vivants est représentée dans une tombe. On hésite évidemment pour l'interprétation. C'est un lit de banquet, mais ce n'est pas vraiment un banquet, puisqu'il n'y a que ce couple, il n'y a que ce lit sur lequel les deux personnages ont pris place. On voit que les personnages, les époux sont somptueusement vêtus. La femme porte un bonnet particulier, un chapeau particulier qu'on appelle un titulus. Les cheveux de l'homme sont tressés, les cheveux de la femme sont tressés aussi. Et que font-ils exactement? Difficile à dire. Vous voyez comment les artistes ont représenté les corps. Il y a une certaine forme de réalisme dans la partie supérieure du corps, mais pas de réalisme anatomique,
dans la partie inférieure du corps, hein. On a très nettement l'impression que ce qui compte, c'est la partie supérieure et que le reste est plus grossièrement réalisé. Pas possible de se tenir comme ça, en fait, d'un point de vue anatomique. Bon, on a accordé beaucoup d'importance, en tout cas, à la couverture sur laquelle les époux sont allongés, au coussin sur lequel ils sont appuyés. On a accordé beaucoup d'importance, non seulement à leur visage, mais aussi à la réalisation de la face arrière du corps, hein, donc la nuque et le dos. Et même si l'objet en terre cuite, n'a plus maintenant que la couleur de la terre cuite, il faut imaginer naturellement que tout était peint, que dans les yeux des époux, qui sont aujourd'hui vides, il devait y avoir des éléments de peinture leur donnant un regard, une vivacité du regard, plus nette encore que celle qu'ils ont, aujourd'hui. Donc c'est un objet qui est extrêmement célèbre. C'est un objet qui est très célèbre parce que, c'est un chef-d'œuvre, parce que c'est un double chef-d'œuvre, étant donné qu'il y a celui de Paris aussi, mais c'est un objet qui est très célèbre également à cause de la manière dont il est réalisé, hein. On a vraiment, une sorte d'inspiration, dans le traitement des chairs, dans le traitement de la chevelure, une inspiration que j'expliquais il y a un instant le côté de l'inspiration orientale, l'inspiration ionienne que l'on peut repérer. Ici aussi, le sourire n'est pas vraiment archaïque aussi marqué que pour l'Apollon, mais il est visible aussi. Et donc, ce qui est très frappant, c'est que les artistes qui ont modelé la terre pour réaliser le sarcophage, eh bien, sont parfaitement capables de maîtriser le matériau, bien sûr, et de donner, de projeter leur intention créatrice dans cette matière qu'est la terre. Il y a là une virtuosité tout à fait impressionnante, et naturellement, cela donne à l'œuvre, une fois terminée, sa puissance évocatrice, l'émotion qu'elle est capable d'inspirer quand on la regarde, bien entendu. Donc un chef-d'œuvre. Alors, voilà donc terminé notre promenade dans la Villa Giulia. Ce qu'on peut dire pour terminer, c'est ceci, c'est revenir au pape Jules III. Le pape Jules III avait voulu mettre en scène, dans la Villa Giulia, il avait voulu mettre en scène un paysage merveilleux, un âge d'or, l'âge d'or que son règne allait, permettre d'instaurer en Italie. Le pape Jules III avait voulu, en somme, exalter son pouvoir pontifical, avait voulu exalter la gloire de sa famille, la gloire future de sa famille. Bon, force est de constater que ce projet n'a pas tout à fait abouti, qui se souvient du pape Jules III, mais le nom du pape Jules III, aujourd'hui, est associé finalement au plus beau des musées étrusques. Le pape Jules III est celui qui a offert un logis fastueux à l'Apollon de Veii et aux époux de Cerveteri. Et donc, cela méritait bien qu'on se déplace pour aller visiter la villa du pape Jules.